Depuis plusieurs mois, on assiste à une hausse des coûts de la vie. Par exemple, le coût de la nourriture, le coût de l'essence. Il y a même également un long délai au niveau de l'approvisionnement. Et pour tenter de freiner cette inflation, la Banque du Canada rehausse son taux directeur, ce qui le mène maintenant à 2,5 ce qui est la plus haute hausse depuis août 1998. Pour nous aider à mieux comprendre la situation et les mesures en place par le gouvernement fédéral, je reçois l'économiste principal du mouvement Desjardins, Hendrix Vachon. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme j'ai mentionné, la Banque du Canada tente de freiner l'inflation qu'on vit actuellement en augmentant le taux directeur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en augmentant le taux d'intérêt directeur, ce qui va se produire, c'est que l'objectif premier, c'est de freiner la demande. Donc, quand on parle de la demande en économie, c'est la consommation, l'investissement, la construction. Donc, c'est plusieurs éléments là, qui composent la demande totale d'une économie. Donc, actuellement, s'il y a de l'inflation, c'est parce que la demande est trop forte par rapport à ce qu'on est capable de produire. Donc, on dit que la demande est plus forte que l'offre dans ce moment-là. Et là, c'est ce qui amène notre situation d'inflation trop élevée. Il y a aussi d'autres facteurs, là, mais essentiellement, là, quand on veut résumer ça, là, on se retrouve quand même un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, en augmentant le taux d'intérêt, son principal taux directeur, il y a des ajustements qui se produisent sur une multitude d'autres taux d'intérêt. Déjà, depuis le début de l'année, avant même que la banque commence à augmenter son taux directeur, les taux obligataires, eux, avaient commencé à augmenter. Donc, déjà là, ça avait commencé à se refléter là, sur certaines formes de crédit. Des taux d'intérêt plus élevés vont décourager ou du moins inciter les emprunteurs un peu moins empruntés. Hein? Donc, décourager, je pense le mot est bon. On a découragé le crédit jusqu'à un certain point, pas nécessairement l'arrêter, mais le décourager un peu, ce qui devrait réduire à terme un peu la consommation, un peu l'investissement, et puis donc amener la demande dans une zone où elle générera moins d'inflation. Fait que s'il y a moins de demande, ben, l'offre va, même si l'offre n'augmente pas, on va être capable de fournir. C'est parce que là, en ce moment, ça ne fournit pas. Là. C'est comme ça qu'il faut qu'on Oui, comprenne. Hein? oui, mais il pourrait y avoir d'autres choses qui viennent de nous aider. Là. Donc là, j'ai parlé, bon, la banque, elle peut pas, la Banque du Canada elle ne peut pas augmenter l'offre. On ne OK. peut pas augmenter la quantité de pétrole, c'est pas la Banque du Canada qui génère ça. On ne peut pas augmenter la quantité de travailleurs. C'est pas la Banque du Canada qui produit les travailleurs. On sait comment ça fonctionne, c'est la société en général. Mhm. Mais ceci étant dit, on pourrait quand même avoir des surprises de l'offre dans le sens où si la pandémie, ça évolue, disons, relativement bien, dans le sens où qu'on n'a pas de nouveau confinement, pas de nouvelle vague qui réduirait significativement la force de travail, ben là, on pourrait avoir une offre qui se rétablit plus rapidement dans les prochains trimestres. On pourrait aussi avoir d'autres bonnes nouvelles du côté du pétrole ou d'autres matières premières. On voit que le pétrole a quand même baissé par rapport à son précédent sommet. On le voit déjà à la pompe, là, le prix de Ouais. l'essence qui a commencé à diminuer, mais on le voit aussi pour d'autres sortes de matières premières. Là. Même le blé, là, entre autres, dans les céréales, là, quand la guerre en Ukraine avait éclaté, il y en a qui avaient montré que les prix des céréales avaient augmenté beaucoup. Ben, on voit une accalmie de ce côté-là aussi. Donc ça pourrait amener là, dans les prochains mois, prochains trimestres, des baisses de prix du bois, des baisses de coûts pour certaines entreprises. Et ces baisses de coûts-là pourraient se transmettre aussi finalement à l'inflation et aider l'inflation à diminuer. Donc, ça va jouer sur les deux tableaux. La Banque du Canada, elle peut jouer surtout sur la demande. Donc, en augmentant ses taux d'intérêt, les taux d'intérêt, la demande va se modérer, peut-être même baisser. Et puis, de l'autre côté, bon, l'offre est appelée à augmenter. Donc, le bout de chemin que les deux vont parcourir devrait faire en sorte qu'on se retrouve à une situation où l'inflation est plus près des 2 par année. C'est ce qui est la cible. Là. Oui, puis il y a des secteurs que la demande est plus facile à faire baisser. Si on prend l'alimentation, on ne peut pas demander au monde Non, c'est d'arrêter de ça. manger un repas de moins C'est pas par ça, jour. c'est pas ça l'objectif, effectivement. Euh, Quoique, on peut toujours, des fois, essayer de rationaliser un peu quand même aussi son épicerie, faire peut-être un peu moins de gaspillage. Hein. C'est en a qui cherchent un prétexte, des fois, pour réduire le gaspillage alimentaire.
On peut quand même avoir certains gains de ce côté-là. Peut-être un peu moins de sorties au restaurant. Là, c'est plus des fois à ce niveau-là qu'on va voir une adaptation de la demande, mais vous avez raison de dire, c'est pas nécessairement dans l'alimentation qu'on va voir les plus gros changements. Le plus gros changement anticipé, c'est dans le secteur de l'habitation. Là. On voit déjà les transactions immobilières ont beaucoup baissé, puis on s'attend à une baisse d'activité économique plus importante dans le secteur de l'habitation, qui est un secteur qui est plus sensible au taux d'intérêt. On s'entend, ça implique de gros emprunts généralement. Donc, là, c'est là qu'on devrait voir le plus fort du ralentissement. Comme dans toute solution, hein, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bon, dans celui-là, en augmentant le taux directeur, ça serait quoi les avantages, les inconvénients, là, soit pour les particuliers, les entreprises? Oui, bien, une grande question là, qui est soulevée avec l'augmentation des taux d'intérêt. Un grand enjeu, c'est le risque. Si on parle de baisse de la demande, mais concrètement, il y a un risque de récession. Là. Donc, la demande, elle se modère trop. On pourrait arriver à un point où finalement on est dans une situation de récession. Puis pour 2023, là, c'est autour de 50 de chance, peut-être même légèrement en plus, qu'on ait une récession d'ici 2023, là, au début de l'année. Puis une récession, bien, ça vient avec une augmentation du taux de chômage. Là, cette fois-ci, étant donné qu'on est déjà en pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de postes vacants, même si on a une récession, les chances qu'on ait en même temps une très forte hausse du chômage sont assez faibles. On devrait quand même avoir une légère, mais il ne faudrait pas faire des comparaisons avec les récessions précédentes. Ceci étant dit, ça peut quand même, aux oreilles de plusieurs, ça peut quand même sonner comme quelque chose de farfelu, de dire, bon, on monte les taux d'intérêt, puis finalement, on crée une récession. Donc, à quoi ça sert de monter les taux d'intérêt si on se crée un problème? En fait, l'enjeu principal, ça demeure l'inflation. Il faut se poser plutôt la question, c'est qu'est-ce qui se passerait si on laissait l'inflation aussi élevée que ça pendant très longtemps? Okay. Bien, éventuellement, à force de miner le pouvoir d'achat, on finirait aussi par avoir une récession, puis sans doute beaucoup plus grande que la récession qui est à risque d'arriver dans les prochains trimestres. Donc, attendre finalement pour être pire encore. Donc, il n'y a pas de solution parfaite, malheureusement, dans une situation d'inflation. Ce que la Banque du Canada cherche à faire, c'est de choisir, en fin de compte, la solution la moins pire, qui est actuellement d'augmenter les taux d'intérêt, qui est aller un peu plus vite à court terme, là, mais pour le plus vite possible, reprendre le contrôle sur l'inflation et éviter qu'on se retrouve dans une situation comme au début des années 80 où l'inflation avait persisté à des niveaux élevés pendant plusieurs années. Ça, c'est le scénario à éviter. Là, on parle beaucoup de la pandémie et la guerre en Ukraine qui cause cette inflation-là, mais c'est quoi la part de ces deux événements-là? Ou est-ce que c'est quoi les autres événements aussi qui rentrent en ligne de compte qui fait qu'on a une inflation en ce moment? C'est pas le virus qui a contaminé l'économie. La pandémie, c'était quand même, je dirais, c'est plusieurs éléments qui ont fait en sorte que le contexte de pandémie a fait en sorte que ça a amené un terrain fertile à l'inflation, dans le sens où on a fermé des entreprises, on a restreint des secteurs d'activité, donc on a restreint l'offre, en même temps que les gouvernements ont été très généreux au point de vue distribution d'argent. Puis en plus, avec la complicité des banques centrales qui ont, en guillemets, imprimé l'argent. Donc, les banques centrales achetaient la dette des gouvernements au fur et à mesure qu'ils l'émettaient. Le but de tout ça, c'était d'éviter un choc financier. S'il n'y avait pas agi ainsi, on n'aurait pas avoir de crise financière en même temps que la pandémie. Donc, les banques centrales ont préféré agir plus, en faire plus que moins à ce moment-là. Puis les gouvernements aussi ont préféré en faire plus que moins, agir avec rapidité. Cependant, ça a quand même duré pendant près de 2 ans. Donc, pendant près de 2 ans, on a eu des contraintes importantes du côté de l'offre qui ont été maintenues, en même temps qu'on stimulait beaucoup la demande. Et là, éventuellement, on a épuisé toutes nos ressources excédentaires, on pourrait dire, dans l'économie, au point où on s'est retrouvé dans des situations de pénurie dans bien des secteurs. Et ces pénuries-là ont amené les pressions inflationnistes. Là, maintenant, on a la pandémie qui tire à sa fin. On a un certain retour de l'offre, un certain retour à la normale, mais ça prend du temps quand même revenir complètement à la normale. On a encore parfois des annonces, entre autres qu'en Chine, ils confinent des villes entières. Donc, il y a encore des contraintes d'offre. Puis, on a aussi la guerre, finalement, en Ukraine qui est arrivée au printemps, qui là aussi, c'est une grande contrainte d'offre parce qu'on s'est privé. On a décidé de se priver des exportations russes, entre autres dans le pétrole et du gaz naturel, ce qui amène un profond déséquilibre sur le marché énergétique, l'énergie fossile. C'est pas évident là, de trouver des solutions de remplacement en l'espace de quelques trimestres. Dans un monde idéal, si on pouvait construire rapidement des éoliennes, des panneaux solaires,
on serait gagnant. Mais la vérité, c'est que des telles transformations, ça nécessite plusieurs années d'investissement intense. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement. Puis à court terme, on subit les contre-coups via des prix plus élevés de ce côté-là. Ces prix-là se transmettent à plusieurs autres biens et services à travers l'économie. Et là, les démarches qui sont mises en place, c'est ça qu'on parlait, c'est les 2 dernières années ont contribué à tout ça. Mais ça peut prendre combien de temps avant qu'on voit les résultats de ces mesures qui sont mises en Généralement, place? généralement, on parle de 12 à 24 mois pour voir l'effet des hausses de taux se refléter sur l'inflation. Donc, les hausses de taux ont commencé au mois de mars, mais déjà en janvier, on parlait de hausse de taux. Donc, les taux obligataires ont commencé à augmenter au début de l'année. Donc, on a déjà un 6-7 mois de fait. OK. On s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, on commence à avoir des effets, puis probablement même à l'automne. De toute façon, on en voit déjà dans le marché de l'habitation, là, certains effets, mais de là, ça se transmet sur le niveau des prix. On va peut-être être un peu plus patient. On pourrait, par contre, avoir, entre autres, en juillet, les prix de l'essence qui ont diminué en juillet. Ce chiffre-là va être publié au mois d'août. Mais dans le chiffre du mois de juillet, il y a des bonnes chances que finalement, on voit une baisse de l'inflation. Le chiffre du mois de juin qui va être publié cette semaine, lui, il va soit montrer que l'inflation continue d'augmenter, mais le prochain mois, on devrait peut-être déjà voir une baisse d'inflation qui va surtout provenir de la baisse du prix de l'essence. Puis donc, mais pour que les hausses de taux de la Banque du Canada fassent pleinement effet, calculé en 12 et 24 mois. Fait que ce que je constate, c'est quand même une solution qui est quand même assez rapide, là, si ça se fait à l'intérieur d'une année. Si on Oui, commence à avoir puis, des résultats à l'intérieur de la première année. oui, en plus qu'ils augmentent très rapidement les taux d'intérêt. C'est une hausse de 100 points de base, comme il a été annoncé la semaine dernière. On ne voit pas ça souvent, vous l'avez mentionné. La dernière fois, c'était en 1998. À une époque, dans les années 90, c'était les premières années où les cibles d'inflation étaient officiellement appliquées par les banques centrales. Elles devaient vraiment lutter contre, à chaque fois que l'inflation montrait des signes de vouloir décoller de la cible. Rapidement, les banques centrales étaient vite sur la gâchette pour ramener l'inflation à la cible. Donc, il y avait une volonté d'asseoir leur crédibilité. Ensuite, on a eu 2 décennies complètes où les banques centrales n'ont eu aucune difficulté à atteindre leur cible d'inflation. Donc, là, maintenant, on dirait qu'il faut qu'ils regagnent un peu. Leur crédibilité est à nouveau menacée. Et c'est la raison pour laquelle là, ils ne veulent pas prendre de chance de miner cette crédibilité-là et d'y aller plus vite que moins vite. Donc, ils ne veulent pas prendre de chance, donc ils préfèrent y aller plus vite pour justement asseoir cette crédibilité-là. Puis, un élément qu'on n'a pas discuté, c'est qu'un autre aspect de l'inflation qui est plus, je dirais, plus subtil, c'est toute l'histoire qu'on appelle des anticipations. Comment que les gens anticipent l'inflation. Donc, on est plus dans la psychologie, comment que les gens entrevoient l'avenir. Donc, si vous et moi, on croit dur comme fer que l'inflation va demeurer forte, ben on va tenir dur comme fer à avoir de bonnes augmentations de salaire. Puis ensuite, quand on va aller magasiner, puis on va voir des hausses de prix, puis on va les accepter plus facilement parce que dans notre esprit, c'est normal de voir les prix monter plus rapidement. OK. Et à ce moment-là, si tout le monde se met à penser comme ça, comprenez bien que l'inflation va persister plus longtemps. À l'opposé, si les gens croient dur comme fer que l'inflation va revenir à 2 rapidement, entre autres, quand ils voient la Banque centrale être aussi agressive, ben, on va être tellement moins gourmand dans nos hausses de salaire, ou encore quand une entreprise va essayer de nous refiler une forte hausse de prix, ben, on va être beaucoup plus critique, on va être un client beaucoup plus capricieux. Donc, on va magasiner plus longtemps jusqu'à ce qu'on ait le prix qui fait du sens pour nous. À ce moment-là, l'inflation augmente plus rapidement. Un peu plus lentement, pardon. Donc, c'est important le jeu des anticipations d'inflation, de la psychologie. Et donc, la hausse de 100 points de base vient aussi jouer sur cet aspect-là. Donc, rentrer dans la tête des gens, là, je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, que ça puisse jaser là, souvent de ça autour du barbecue, puis que tout le monde, ça soit clair dans l'esprit des gens que la Banque centrale tient à revenir le plus rapidement possible à la cible de 2 Ça peut créer des belles d'inflation. discussions et des chicanes de famille également. C'est ça. On parlait justement de récession, que ça pouvait amener une récession. Tu parlais peut-être de 50 mais c'est pas absolument. Ça ne va pas dire que parce qu'on hausse les taux d'intérêt qu'automatiquement il va y avoir une récession. C'est ce que je comprenais tantôt. Là. Il y a un risque, Non, mais pas ça ne veut pas dire. automatiquement, mais c'est sûr que plus qu'on les augmente, à un moment donné,
On s'entend, là, surtout les secteurs sensibles. J'ai mentionné qu'on voit déjà des signes nets de ralentissement dans le secteur de l'habitation. Si on les augmente encore plus, là, le ralentissement va être encore plus marqué. Puis ça va impacter aussi de façon plus significative d'autres secteurs d'activité. On va arriver au point même que l'investissement des entreprises pourrait se contracter. Donc, c'est bien évident, plus qu'il y a de hausse de taux d'intérêt qui vont être nécessaires, mais plus qu'on augmente les chances finalement d'avoir besoin d'une récession pour amener l'inflation à 2 Mais encore une fois, si on n'agissait pas, si la Banque centrale n'agissait pas ainsi, bien, ça pourrait être pire. OK. Donc, on va se retrouver avec une récession beaucoup plus profonde au bout de quelques années. Là. Donc, si on laissait aller durablement l'inflation à des niveaux élevés, puis les taux d'intérêt finiraient par être pas mal plus élevés de toute façon aussi. Là. Donc, si l'inflation s'installait durablement à 10 je ne suis pas certain que la plupart d'entre nous, on accepterait un taux d'intérêt en bas de 10 là. Quand on épargnerait de l'argent, on voudrait au moins qu'elle couvre l'inflation. Donc, on chercherait tous des rendements au moins équivalents à l'inflation. Donc, plus l'inflation est élevée, plus ça augmente aussi l'appétit en termes de rendement pour les épargnants. Oui, puis il faut aussi l'arrêter, cette inflation-là, parce que là, ça ne peut plus continuer à monter de même non plus, là. Je veux dire, à un moment donné, ça va commencer à être de plus en plus difficile à faire son épicerie, à payer les choses de Ouais, base. ben, qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là? Une autre solution, ça pourrait dire, ben, là, les salaires vont s'ajuster. Le problème, c'est si les salaires s'ajustent automatiquement, je comprends, c'est pas tout le monde qui peut dire que ses salaires vont s'ajuster automatiquement, là, mais on fait l'hypothèse, mettons on faisait cette hypothèse-là, ben, ce qui se produirait, c'est que l'inflation, ben, on entrerait dans ce qu'on appelle une spirale d'inflation prix-salaire. Donc, les prix montent, la réponse des travailleurs, ben, on monte nos salaires, mais parce qu'on monte nos salaires, ça augmente à nouveau les coûts des entreprises. Donc, les entreprises augmentent à nouveau les prix. Et là, on augmente à nouveau les salaires, puis on repart encore pour un autre tour. Donc, on veut éviter ça, là, des spirales d'inflation Ouais, salaire. Donc, embarquer dans. c'est normal de ne pas demander aux gens de ne pas vouloir avoir d'augmentation de salaire. Au moins, peut-être ne pas perdre de pouvoir d'achat. Peut-être les 2 dernières années qu'on a une inflation élevée, la plupart des gens vont essayer d'aller récupérer ce qu'ils ont perdu. Mais un message clé de la Banque du Canada, c'est allez pas quand même aller jusqu'à d'en demander pour les années futures. Donc, si vous voulez aller chercher, récupérer une partie de pouvoir d'achat perdu dans les dernières années, je pense que la Banque du Canada peut être assez à l'aise par rapport à ça. Où elle serait moins à l'aise, c'est qu'on commence à négocier dans les conventions collectives des hausses de salaire de 5, 6, 7, 8 même pour les années futures, en anticipation qu'il y aura encore de l'inflation forte. C'est à ce moment-là là, que ça pourrait décrocher plus durablement au niveau de l'inflation. Et comme on discutait un petit peu plus tôt, là, je vois que les particuliers, les personnes comme nous autres, on a tous un impact sur comment ça va se passer parce que notre façon de voir ça, notre façon de comprendre les choses, notre façon d'expliquer ça, notre façon d'embarquer là-dedans va avoir un impact si ça va bien marcher ou non. Je sais pas, est-ce Oui, que ma c'est question ça. est C'est claire? comme je dis Oui. au niveau des anticipations, c'est ça. C'est que si les gens n'écoutent pas captent mal les signaux envoyés par la Banque du Canada ou font comme si la Banque du Canada finalement n'augmentait pas ses taux d'intérêt. On continue de toute façon. Il y a beaucoup de personnes durant la pandémie ont épargné beaucoup. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a, on le voit dans les taux d'épargne, ils sont quand même très élevés. C'est le taux d'épargne moyen. Donc, il y en a qui ont pu épargner beaucoup plus. Donc, si les gens décident d'utiliser cette épargne-là et de consommer cette année, plus que qu'est-ce qu'ils l'auraient fait en temps normal, ben à ce moment-là, on comprend bien qu'on stimule la demande. Et là, on retarde l'ajustement de la demande et donc on retarde le moment où l'inflation reviendrait à un niveau plus normal. Donc, oui, c'est important la façon dont les gens vont réagir dans les prochains trimestres. Donc, si les gens ont plus de modération dans leurs achats, bien, ça va accélérer la baisse des prix. Mais si les gens continuent de faire leur train-train comme si de rien n'était, à ce moment-là, ça va retarder l'ajustement sur les prix et on pourrait finalement se retrouver avec des taux d'intérêt plus élevés à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le scénario qu'on préconise. J'ai quand même l'impression qu'avec une hausse de 100 points de base qui est annoncée la semaine passée, ça va en faire réagir plusieurs d'entre nous, peut-être pas encore la majorité, mais une portion au moins significative de la population, de sorte qu'on devrait déjà commencer à avoir des ajustements au niveau de la demande dans les prochains mois. Bon. C'est sûr que c'est pas un dossier qui est toujours nécessairement simple à comprendre, mais qu'est-ce qui est important à retenir là, de tout ça? Bien, peut-être Son- un aspect, si la Banque du Canada ne faisait rien, OK? Donc,
si on décidait qu'on laissait les taux inchangés pour éviter une récession dans les prochains trimestres, en contrepartie, ça voudrait dire qu'on laisse aller l'inflation. À ce moment-là, on pourrait se retrouver avec un scénario dans quelques années où l'économie irait encore plus mal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les prochains trimestres? Donc, finalement, ça serait un scénario pire. Attendre serait pire. OK. Il n'y a pas de solution parfaite, malheureusement. C'est vrai que la hausse des taux d'intérêt va avoir des effets négatifs sur l'économie qui augmentent le risque de récession quand même à court terme. Mais une récession, somme toute, si elle a lieu, qui serait moins grave que dans le scénario où on laissait aller l'inflation à des niveaux très élevés. Donc, on veut éviter un scénario comme le début des années 80. Ceux qui ont des parents là, qui ont vécu le début des années 80, là, par les 2 ans, comment c'était, là, c'était pas c'était des années assez austères. Là. Donc, tout le monde faisait attention. Ça se gâtait pas beaucoup, là, disons, à l'époque. Donc, on veut éviter ce scénario-là. Bien, Puis l'outil qu'ils ont, la Banque du Canada, il n'y a pas 1000 façons, là, c'est le taux d'intérêt. Okay. Puis d'essayer d'influencer, avec encore une fois que le taux d'intérêt ou avec le ton qu'ils emploient, essayer d'influencer l'esprit des gens pour les convaincre là, du sérieux de la démarche puis de la nécessité de modérer la consommation là, pour revenir le plus vite possible à une inflation de 2 %. Parfait. Je pense que ça va être notre défi là, pour les prochains mois là, pour nous aider à rétablir la situation. Tout à fait. Prochain mois, prochain trimestre, on peut se donner plus que quelques mois. Oui, comme un an, on va se donner le temps, oui. Honnêtement, on ne pense pas que l'inflation va revenir à 2 % dans les meilleurs scénarios d'ici la fin de l'année. Là. Je pense que si elle revient autour de 2 % d'ici la fin de 2023, là, ça va déjà être un grand exploit. Déjà bon. Parfait. Bien, Hendrix Vachon, vous êtes économiste principal au Mouvement Desjardins. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous expliquer. Moi, le premier, ça m'a aidé à mieux comprendre la situation et à mieux savoir comment ça se passe. Puis on espère que ça va avoir le même effet là, pour nos auditeurs qui nous écoutent.